Bonsoir à tous, merci d'être là euh, pour parler, écouter cette présentation, ce débat sur un ouvrage, je dirais, très original et qui, qui est paru au mois de janvier. Euh, Très original parce que c'est un ouvrage historique, c'est un ouvrage classique de la pensée arabe qui est connu, méconnu, mal connu, mais en tout cas célèbre depuis longtemps dans le monde arabe et qui est resté complètement inconnu ou méconnu, au moins du large public en Europe ou ailleurs, puisque quand on a décidé de traduire et d'éditer ce livre de Kawakibi, on s'est aperçu qu'il n'avait été traduit dans aucune langue européenne. Malgré son intérêt, sa valeur et toute l'histoire de la pensée qu'il porte. Je ne vais peut-être pas. On va se partager un petit peu les tâches entre Farouk Mardambe et Salam Kawakibi. Je vous les présente très vite parce que vous devez les connaître. Farouk Mardambe qui est, bon, là, non seulement comme connaisseur de toute cette époque comme bien d'autres, et aussi comme l'éditeur qui a vraiment voulu que ce livre paraisse dans la collection Sinbad Actes Sud. Salam Kawakibi, qui est, comme son nom l'indique, un descendant direct de l'auteur, Abdelrahman El-Kawakibi, et qui a une relation évidemment à la fois intellectuelle et personnelle avec cet auteur, mais aussi avec ce livre en particulier. Et je crois qu'il a eu beaucoup, il vous racontera beaucoup d'histoires, je crois, et beaucoup d'anecdotes sur ce que ça lui a coûté un petit peu de porter ce nom de Kawakibi, ce que lui a, par moments, c'était difficile quand les services de renseignement syriens avaient des reproches à lui faire. Donc, je vais demander à Farouk un petit peu de nous resituer le contexte du despotisme, quel est l'environnement surtout, puisque c'est pas un ouvrage qui est sorti comme ça de nulle part, mais qu'il y avait tout un contexte historique dans le monde arabe, que ce soit en Syrie ou en Égypte, dans le renouvellement de la pensée arabe. Merci. Bonsoir. Kawakibi appartient à la deuxième génération de ce qu'on appelle la Nahda, la renaissance culturelle arabe du 19e siècle. Et pour pouvoir vraiment saisir son importance, sa nouveauté, et aussi comment il a répondu aux questions qui étaient posées à son époque. On verra plus tard comment il répond aussi à des questions posées par notre époque. Je crois nécessaire de revenir un peu sur à la fois le mouvement de réforme ottomane officielle et à la première génération de la Nahda, de ce qu'elle a apporté. Les tanzimat, les réformes ottomanes, ont été lancées par les sultans en constatant que leur empire, qui était l'un des plus puissants de la terre, était en train de perdre pied un peu partout. Cela a commencé, enfin cette prise de conscience à la fin du XVIIIe siècle, sous l'effet d'une grande défaite militaire en 1774 face à l'Autriche et à la Russie, et où pour la première fois, l'Empire avait perdu un territoire habité majoritairement par des musulmans, qui était la Crimée. Cela a amené des sultans à réfléchir une première fois, bon, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi
nous qui étions si forts, nous sommes devenus si faibles. Et pourquoi l'Occident a pu dominer le monde? La réponse qui fut donnée au début, était une réponse assez naïve, à vrai dire. C'était parce que l'Occident a pu acquérir la science et la technique, alors que nous l'avons négligé. Donc, la solution est d'importer à l'Occident sa science et sa technique. Et en effet, pendant une génération, les sultans ottomans et, après eux, Mohammed Ali en Égypte, qui avait pris le pouvoir en 1805 en Égypte, avait commencé par, avec des experts étrangers, notamment français, à moderniser l'armée, la marine, etc. Mais cela n'a pas changé grand-chose, finalement, et l'Empire continuait à perdre du territoire. Il y a eu une grande défaite lors de la guerre de l'indépendance de la Grèce. Et puis, il y a l'occupation en 1830 d'Alger par les Français et d'Aden par les Anglais. Donc c'était une alerte importante. Finalement, les sultans ont compris que pour rénover l'Empire, il ne suffit pas d'acquérir la science et la technique occidentale, il faut aussi changer les institutions. Changer les institutions. Est-ce qu'on a le droit d'importer des institutions européennes dans le monde musulman? Est-ce que cela est conforme à la loi religieuse musulmane? D'où bon, les sultans ont lancé un mouvement, ça a commencé en 1839 par le premier mouvement des réformes, des Tanzimat, et puis un deuxième mouvement en 1856. Et l'idée était d'une part de créer un État à l'administration régulière, à la fois pour ce qui est de la conscription et de l'imposition pour les impôts. Et puis, dans la deuxième étape, c'était surtout pour dire que tous les sujets du sultan, quelles que soient leurs origines ethniques ou confessionnelles, sont égaux devant la loi. Bon, ça, c'était une grande nouveauté, une grande rénovation. Il y a eu aussi, durant la même période, l'interdiction, l'abolition de l'esclavage, le début d'une codification qui n'est pas liée au droit musulman directement. Donc, un véritable effort de modernisation, surtout sous le sultan Abdulmejid et un peu sous Abdelaziz, qui, lui, allait plus tard prendre une position inverse. Bon. Ça, c'est la première étape, disons, des Tanzimat. Durant cette période, un mouvement intellectuel extrêmement important, qu'on a appelé l'Anardan, s'était développé dans les pays arabes, notamment en Égypte et au Mont Liban, au début. En Égypte, c'était Mohammed Ali qui a envoyé des stagiaires en France, et il s'est fait qu'avec ces stagiaires, il a envoyé un jeune imam, Tahtaoui, qui, avec un ordre, attention, vous êtes là-bas pour apprendre la technique et la science. Vous ne vous mêlez pas de politique. Vous ne vous mêlez pas d'autre chose que d'apprendre l'arpentage, la chimie, la physique, la médecine. Ne vous occupez pas des institutions de tout ce qui concerne cela. Bon. En fait, Tahtaoui s'est intéressé à ces choses interdites. Il a lu Montesquieu, il a lu Rousseau, il a appris un certain nombre de choses. Il a contacté, il a eu des échanges avec des orientalistes. Et surtout, il a été à Paris quand a eu lieu le mouvement de juillet, la révolution de juillet 1830 contre Charles X. Et il en a retenu d'abord l'idée que le peuple peut se révolter contre son sultan. Deuxièmement, que le peuple dans la rue se moque du sultan, raconte des blagues sur Charles X. Et surtout, troisièmement, que le peuple réclame un gouvernement selon la charte.
c'est-à-dire que la monarchie soit une monarchie constitutionnelle. C'était la première fois que cette idée a été introduite dans la pensée politique arabe. Bon. Bien sûr, c'est aussi bien dans la révolution de 1830 que dans la tête de Tartawi, cela n'allait pas très loin. Mais, c'est-à-dire que, selon la charte, que la charte limite le pouvoir du roi. Cela ne veut pas dire qu'il était pour le suffrage universel, qu'il était pour un contrôle direct sur les décisions du roi, mais au moins le roi ne peut pas tout faire à sa guise. Il y a des limites. Bon, ça c'est une première idée introduite. Et puis, cette idée a pris des formes chez d'autres réformateurs de sa génération et de la génération intermédiaire qui est venue après. Deuxième idée, c'est qu'il y a quelque chose dans ce monde, dans le monde impérial, puisque bon, l'Empire ottoman, comme son nom l'indique, est un empire, ce qui veut dire que c'est un ensemble multiconfessionnel, multiethnique, etc. Mais qu'il y a quelque chose qui s'appelle la patrie. La patrie est un territoire sur lequel on exerce la vie sociale ne s'exerce pas au niveau de l'ensemble de l'Empire, mais sur un territoire précis. Et l'idée de patrie aussi a été introduite par Tartawi en disant « ma patrie est l'Égypte, mon monde est l'Empire ottoman à l'époque et le monde musulman en général ». C'est-à-dire une première distinction aussi à ce niveau. La génération qui vient juste après, c'est-à-dire Tartawi est né en 1801. Boutros Boustani, le Libanais, est né en 1819, je crois. Khaireddin, qu'on va appeler tunisien, qui n'était pas d'origine tunisienne, en 1822. Et ceux-là vont approfondir ces idées de différentes manières. Chez Boustani, surtout de l'idée il faut soutenir les réformes ottomanes du sultan. Deuxièmement, ma patrie, disait-il, est la Syrie. Et mon empire, si vous voulez, est l'Empire ottoman. Bon. Et ma culture est la culture arabe. C'est-à-dire on est en train d'affiner peu à peu tous ces concepts. Khaireddin a été plus loin, il avait une pensée politique plus profonde qu'il a développée dans un livre publié, si mes mémoires ne me trahissent pas, en 1867, et dans lequel visiblement il était imprégné aussi de culture occidentale, et où il développe l'idée que vous, musulmans, vous devez adopter, ce n'est pas seulement à votre guise, vous devez adopter les institutions occidentales tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec la loi religieuse. Et en fait, tout ce qui n'a pas été strictement interdit dans la charia est autorisé. La charia n'interdit que des choses précises et vous n'avez pas à aller inventer des choses que l'islam a interdit telle ou telle chose tant que ce n'est pas écrit d'une manière très claire. Et sans doute, son rôle, le rôle de Khaireddin en Tunisie était extrêmement important. Et ce n'est pas pour rien que la Tunisie a été le premier pays de tout cet ensemble où il y a eu la première fois une constitution. La constitution de 1861 qui définit très clairement le principe de séparation des pouvoirs, du contrôle du roi par une assemblée. Encore une fois, ce n'est pas l'Assemblée telle qu'on la comprend aujourd'hui avec le suffrage universel, mais une sorte de Sénat choisi par cooptation, en partie par élection. Mais l'idée aussi de la séparation du pouvoir était très clairement indiquée. Maintenant, chez tous ces auteurs, ils avaient une idée qui était, et contre laquelle va se soulever Kawakibi, était ce qui était un but de culture occidentale du despote éclairé, puisque c'était la grande idée du XVIIIe siècle. Bon,
Voltaire, Diderot, je veux dire les grands. Bon, ils pensaient on est à la recherche d'un despote éclairé. Et la traduction musulmane était le despote juste. On disait le despote juste, al-mustabid al-adel, et les autres, al-mustabid al-mustanir. OK. Bon. Et tous avaient cette idée que, y compris un contemporain deux contemporains de Kawakibi, en fait, que sont Jamaldin Afghani, le fameux Jamaldin Afghani, et Mohamed Abdou. Bon, euh, qui ont pratiquement les contemporains, à une dizaine d'années de différence, ont dit que l'Orient ne pourra se relever que le jour où un despote éclairé viendra le tirer vers le haut, etc. Voilà pour l'ensemble des idées principales, je crois, les principales idées qui étaient évoquées dans le milieu intellectuel à l'époque. Maintenant, Kawakibi a vécu et a écrit à un moment où il a eu une rechute du mouvement des Tanzimat ottomanes, du mouvement ottoman des Tanzimat, et aussi des relations entre les Arabes et les Turcs. La rechute, c'était avec le sultan Abdulhamid, qui lui avait promulgué une première constitution ottomane en 1876, mais qui s'est lui-même, qui a fait une sorte de coup d'État lui-même et qui a aboli la Constitution 2 années plus tard, en 1878, et gouverné seul. Bon, pour un despotisme total. Cela ne veut pas dire qu'il a supprimé tous les principes des Tanzimat, etc. Mais sur ce point, c'était à la fois un despotisme personnel et un retour, pas un retour, et à lancer l'idée du panislamisme et que l'Empire et que le sultan ottoman, il a rénové l'idée que le sultan ottoman était le calife des musulmans. Bon, donc on revenait à une forme aussi de combinaison totale entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux dans la personne du sultan ottoman. Bon, ça c'était la doctrine principale de Abdelhamid. Et quant aux relations entre Arabes et Turcs, c'est que commençait à l'époque aussi le mouvement nationaliste turc, par réaction à l'indépendance de la Grèce dans le temps, puis de la Serbie, puis tout ça. Et donc, une attitude nationaliste vis-à-vis des autres composantes de l'Empire, y compris des Arabes. Et par réaction, les Arabes aussi commençaient à se réclamer en tant qu'Arabes. Jusque-là, la revendication nationale arabe était pratiquement inexistante. Bon, ça aussi, c'était à l'époque de Kawakibi, et lui, il va tirer les conséquences, beaucoup de conséquences très importantes, et être un rénovateur à ce niveau. Saddam l'expliquera. Troisièmement, et je vais arrêter là, il y a le cas particulier de la ville d'Alep. Kawakibi était alepin, et un grand notable de la ville d'Alep. Et Alep était la seule ville, peut-être, en dehors de l'Égypte et du Liban, à la fois la montagne libanaise et Beyrouth, parce que Beyrouth, à l'époque, avait pris son essor avec 2 universités, avec des imprimeries, avec de la presse, etc. Mais Alep avait un cas particulier, était beaucoup plus... le mouvement intellectuel à Alep était beaucoup plus vivant qu'ailleurs dans les villes de Syrie, en général. Déjà, dans les milieux chrétiens à Alep, il y a eu un mouvement très avancé où on discutait des grands principes, des grandes idées de sciences politiques, comme le droit naturel, comme le contrat social, et pas nécessairement dans exactement, c'est-à-dire le contrat social chez le grand ténor alépin Francis Marrage n'est pas le contrat social de Rousseau, mais c'est un contrat social entre le gouvernant et les gouvernés. Bon, donc ça ressemble un peu au principe de la charte. Bon.
Euh, mais il y avait des discussions. Pour la première fois, il y avait un salon littéraire animé par la sœur de Francis Marash Mariana, qui était la première femme de tout l'Orient à écrire un article dans la presse à son nom. Bon, je veux dire, ça c'est un mouvement qui était chez les chrétiens d'Alep et chez les musulmans. Il ne faut pas oublier que Kawakibi lui-même va être l'un des premiers animateurs en créant des journaux qui vont exprimer aussi le balbutiement, si vous voulez, de la réflexion sur tous les thèmes qui intéressaient les gens à l'époque, surtout les lettrés, disons, à la fois le pouvoir politique, la séparation de pouvoir, la nation, la patrie, etc. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Farou. Toujours impressionnant de précision dans les dates. Oui, on comprend déjà combien toute cette époque pose les questions exactement comme on se les pose pratiquement aujourd'hui. Et Salam va sûrement appuyer ça pour dire combien aujourd'hui, Kawakibi en général et le despotisme en particulier peut être lu et vu à la lumière des événements actuels. Merci beaucoup. Juste après la sortie de l'ouvrage en langue française, j'ai reçu un appel téléphonique d'une journaliste d'une radio spécialisée qui m'a demandé le numéro de M. Kawakibi. Et je lui ai répondu en lui disant « c'est moi-même ». Elle m'a dit « non, monsieur, vous avez écrit la préface et la postface. Moi, je veux l'écrivain ». Je lui ai dit « il n'a pas de mobile, il n'a pas de téléphone portable ». Il m'a dit « un fixe, ça ira ». Je lui ai dit « il risque de ne pas vous répondre ». Et moi, je continuais à lui répondre en pensant qu'à un moment donné, il va se rendre compte. Mais bon, ça m'a déçu un petit peu concernant le niveau de connaissance de certains journalistes, mais en même temps, ça m'a rassuré parce qu'elle a lu quelques passages du livre, et pour elle, c'était quelqu'un de notre monde qui a écrit ce texte, et que c'est un contemporain, parce qu'il ne peut qu'être un contemporain, et pour cela, elle voulait parler de lui. En effet, ce n'est pas la seule anecdote qui montre l'actualité et la présence de Kawakibi dans la pensée actuelle, pas seulement des révolutionnaires, ni des intellectuels, ni des gens éclairés, mais aussi des services de renseignement. Il y a plusieurs anecdotes, notamment en Syrie, où les services de renseignement ont cherché, des fois sérieusement, un dénommé Abdelrahman Kawakibi, parce qu'il paraît qu'il a écrit contre le despotisme. En 1980, le grand romancier syrien Zakaria Tamer, il était rédacteur en chef d'une revue culturelle publiée par le ministère de la Culture à l'époque. Et je crains que par paresse, un jour, il n'avait pas écrit son édito. Il a choisi un texte de Kawakibi, il l'a publié à la place de son édito. La revue a été interdite, saisie. Lui, il a été arrêté. Et ça a provoqué son départ définitif de la Syrie vers l'Angleterre où il vit toujours. Alors, grâce à Kawakibi ou à cause de Kawakibi, Zakaria Tamer, il a perdu son travail et il est maintenant en Angleterre. Encore une autre chose, c'est qu'en 2006, la Syrie, la ville d'Alep, devait organiser Alep, capitale de la culture musulmane. Et j'ai été convoqué par le gouverneur qui voulait célébrer Kawakibi à cette occasion. Je lui ai dit, comment vous voulez qu'on parle de Kawakibi? Il m'a dit, voilà, d'abord, il faut faire des cartables avec l'effigie de Kawakibi là-dessus. Il faut faire des stylos. Il a pensé au dossier en plastique ou en cuir. Alors, il a hésité. Il a dit que, bon, on va faire une petite statue, mais qui ne soit pas très grande pour qu'elle ne soit pas vénérée. Parce qu'il ne faut pas que les statues dépassent
la dimension des statuts du président de la République. Et c'était tout un débat autour. Et quand je lui ai dit, et qu'est-ce qu'on va évoquer comme sujet, il m'a dit, on n'évoquera aucun sujet. Je lui ai dit, oui, mais par rapport à ses écrits, il m'a dit, surtout pas ses écrits. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va... Pourquoi on va célébrer Kawakibi? Il m'a dit, parce que vous savez, partout dans les villes syriennes et les villes arabes, il y a la rue Kawakibi, l'école Kawakibi, la place Kawakibi. Et nous, on va profiter de l'occasion et commémorer ce Kawakibi. Mais on ne veut pas entendre parler de ses écrits. Vous avez bien saisi? Je lui ai dit, tout à fait. Et bien sûr, c'était la date de mon départ de la Syrie, 2006. Bon, il y a beaucoup de choses qui montrent la peur des autorités arabes en général et syriennes en particulier de cette pensée. Il y a aussi beaucoup d'anecdotes qui montrent aussi que les différents partis politiques, notamment en Syrie, mais aussi au niveau pan-arabe, ont essayé de revendiquer ou de s'accaparer de la pensée de Kawakibi pour légitimer leur présence. Et je donne 4 exemples. Le Parti communiste syro-libanais à l'époque qui commençait à évoquer Kawakibi comme étant le fondateur du socialisme arabe, parce que Kawakibi, en effet, dans son livre, il a parlé de la maïcha al-ishtirakiya, la vie socialiste, le vécu socialiste. Il y a aussi, et dans leur congrès, le Parti communiste syrien, jusqu'à maintenant, il y a le portrait de Marx, celui de Bagdash et celui de Kawakibi, à savoir comment ils font cette combinaison, mais bon. Il y a le Parti nationaliste syrien, qui est un parti à la limite du fascisme, qui a été créé, inspiré par le nationalisme européen des années 30, qui revendique une grande Syrie pure race de je ne sais pas quoi, avec Chypre comme étant l'étoile du croissant syrien, qui considère que Kawakibi est le premier Syrien parce que c'est celui qui a lancé l'idée de la séparation entre la religion et le pouvoir politique. C'était leur aussi revendication à ce parti. Il y a aussi un 3e parti qui est les frères musulmans, qui considèrent que comme Kawakibi avait des bonnes relations avec Rachid Rida au début, fin 19e, début 20e, et Rachid Rida, c'est le père spirituel des frères musulmans, alors Kawakibi, c'est l'un des nôtres. C'est très bien. C'est pas gênant de voir qu'il est catalyseur de plusieurs courants politiques très contradictoires. Finalement, il y a le parti basse qui est aussi trouve dans la pensée de Kawakibi le fondement du panarabisme parce qu'il s'appuie sur surtout une idée très défendue par Kawakibi que le calife doit être un arabe parce que le calife doit connaître le texte religieux et le texte religieux a été écrit en arabe. Pour lui, c'est une question linguistique et le calife doit retourner à la Mecque à l'instar du pape du Vatican avec seulement une autorité spirituelle et morale. Il doit s'occuper des lieux saints, pas du tout de la vie politique, et il va être loin de toute gestion administrative et politique. Ça, c'est son idée, une de ses idées principales. Et il a aussi développé l'idée de ce qu'on appelle la laïcité croyante. Ce concept est d'un religieux qui est toujours en vie, qui a trouvé dans le texte de Kawakibi une laïcité croyante. Et cette laïcité croyante a été défendue par Kawakibi pour la faire plus accessible au grand public, parce que c'était son souci. Il ne cherchait pas à pondre des textes très complexes, incompréhensibles. Au contraire, il cherchait vraiment à être le plus accessible possible pour le grand public. Alors, il a défendu la laïcité d'une manière très simple et des fois peut-être un peu simpliste, quand il a décrit la gestion de la vie politique comme étant une gestion qui peut être mêlée dans les affaires sales, dans les mœurs, mauvaises mœurs, dans la corruption, dans la ruse, dans la politique politicienne.
et que la religion doit être vraiment épargnée de toutes ces saletés. Alors, il ne faut pas que la religion se mêle de la politique. Alors, c'était une façon qui a fonctionné parce qu'il n'est pas venu avec la définition de la laïcité philosophique ou conceptuelle pour convaincre une société à majorité illettrée et très attachée à sa religion, très conservatrice, de la séparation, de la nécessité de la séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Il a bien entendu développé cette idée autrement. Il a défini d'autres choses. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de vous lire sa définition du despote, que je trouve très romanesque, on dit. Ouais. Le despote, il dit de lui, je cite, « Je suis le mal, mon père est la répression, et ma mère l'austérité. Mon frère est la trahison, ma sœur c'est la mesquinerie, mon oncle c'est le dégât, mon fils c'est le dénuement, ma fille c'est le chômage, ma tribune c'est l'ignorance, mon pays c'est les ruines, ma religion, mon honneur et ma vie c'est l'argent. » Et en effet, quand on voit le despote et son évolution en Syrie actuellement, on s'y retrouve complètement. On peut en rajouter quelque chose en plus. Mais c'est un texte qui me parle encore aujourd'hui par rapport à la Syrie, à l'Égypte, à d'autres pays qui vivent sous le despotisme, qui a développé le despotisme. Il a beaucoup travaillé sur lui-même en développant ses méthodes, ses outils, ses instruments. Il a profité de la modernité, mais d'une manière tout à fait diabolique. Une autre idée phare de Kawakibi aussi, qui gêne encore à nos jours, c'est l'importance qu'il a donnée aux sciences humaines. Notre regretté Mohamed Arkoun, Nasser Hamed Abou Zaid, faisait beaucoup référence à Kawakibi quand il parlait de l'absence de sciences humaines, l'usage des sciences humaines dans la lecture du texte religieux. Que les Arabes et les musulmans ont raté un grand pas quand ils ont voulu éviter d'appliquer et d'utiliser les sciences humaines, les vraies sciences humaines, sciences politiques, la philosophie politique, la science, l'histoire des idées, l'anthropologie et autres sciences. Et il a dit que le despote, il a toujours développé les sciences exactes. Il était un peu méchant à l'égard des mathématiciens, mais il a dit que les mathématiciens ne font pas peur aux despotes parce qu'ils ont une vision courte. Bon, il avait une dent contre les mathématiciens, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu savoir dans toute l'histoire. Mais par exemple, par rapport à la science, il y a une... Par rapport à la science, il faisait beaucoup référence à que ces sciences humaines vont apprendre aux gens quels sont leurs droits, comment les avoir, comment les préserver. C'est vraiment 50 ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est parler des droits, que les sciences humaines éveillent chez l'être humain ses besoins d'acquérir ses droits et sa liberté. Dans le livre du despotisme, il y a plusieurs chapitres où il a consacré une section pour chaque caractéristique du despotisme. À l'origine, l'intitulé du livre arabe, qui était très difficile c'est les caractéristiques du despotisme. Taba'a al-istibdad. Il a parlé du despotisme et du religieux. Il a parlé du despotisme et de l'armée, la relation étroite entre l'armée et le despote. Le despotisme et l'économie, les finances, et c'est là où les socialistes s'y retrouvent. Le despotisme et la gloire, comment le despote développe une culture de soumission répandue dans la société et qu'à un moment donné, il était un peu provocateur. C'est-à-dire, il y a des textes où il
il était agressif à l'égard du grand public en disant « Réveillez-vous, vous n'êtes pas conscient de... Vous dépensez pour fumer des cigarettes beaucoup plus que vous dépensez pour vous éduquer. Faites quelque chose, changez votre vie. » Il y avait beaucoup de... Mais de toute façon, ce livre, ça a été dit dans son introduction et sa conclusion, que c'était presque un manifeste politique. Il ne pensait pas que les gens allaient, après 10 ans, reprendre le livre et le relire. Il pensait que c'est un livre qui va faire son impact rapidement et que les gens, au bout de 10 ans, 15 ans après, ils seront dans une autre situation, ils amélioreront leur situation. Et malheureusement, c'est tout à fait le contraire. Et on est au bout de 130 ans, 140 ans après l'apparition du livre, on est vraiment dans une situation encore pire. Encore pire, pourquoi? Parce que, comme l'a dit Farouk, même sous l'Empire ottoman, il y avait une vie relativement culturelle, d'échanges, de contradictions. C'est-à-dire, quand il y avait les échanges entre le père spirituel des frères musulmans, Rachid Rida, et Kawakibi sur la laïcité, c'était toujours courtois. Ça a été publié dans Al-Muqattam, Al-Manar, c'était toujours courtois. Maintenant, on imagine mal un islamiste et un libéral qui discutent sans que les chaises s'envolent dans la salle. Et ça vous montre à quel point cette société, même à l'époque de la répression ottomane, il y avait des marges de manœuvre. Même lui, Kawakibi, il publiait un journal, le sultan lui fermait le journal, il republiait un autre. Il y avait toujours une alternative, il y avait toujours une possibilité de faire quelque chose d'autre, de quitter Alep, aller à Beyrouth, de quitter Beyrouth, d'aller au Caire. Maintenant, c'est impossible d'avoir cette, entre guillemets, liberté comme celle de l'époque ottomane. Et même quand il a vanté les bénéfices de la démocratie, il a souligné que la démocratie, sans un contrôle étroit d'une assemblée élue, risque de devenir un despote, risque le dérive. Et il a donné l'exemple de l'affaire Dreyfus en France. Déjà, fin 19e siècle, il a dit, regardez la France, malgré qu'elle soit une démocratie, malgré que tout, le manque de contrôle étroit de l'exécutif a donné lieu à ces dérives. Et il a parlé de l'affaire Dreyfus, il a parlé de l'affaire des médailles de Panama. Déjà, Panama, à l'époque, il le savait. Voilà. Une dernière chose pour évoquer aussi une des choses principales dans sa lutte, c'est la langue, la question de la langue. Il a dit que moi, je cherche, parce qu'à l'époque, et Farouk sait mieux que moi, que les textes arabes étaient des textes très bien écrits, mais un peu difficiles. Et lui, il ne cherchait pas à se vanter, à montrer sa capacité linguistique, à faire une démonstration linguistique. Il cherchait vraiment à faire passer des idées. Alors, il a beaucoup simplifié sa langue. Et je crois que Hala, qui a traduit, elle s'est rendue compte de cette langue presque journalistique, presque très accessible au grand public de son époque. Bien sûr, maintenant, il y a des concepts un peu différents. Et il a essayé aussi de traduire les sciences. J'ai énuméré les traductions des sciences humaines, l'anthropologie, comment il l'appelle en arabe et tout, pour la faire plus acceptable par le grand public et le syrien ou l'arabe ou le musulman lambda. C'était aussi une chose qu'il a beaucoup défendue, que la langue, pour moi, c'est un outil, c'est pas un objectif en soi. C'est pas, je cherche pas à vous écrire, parce que vous savez très bien les gens qui adorent corriger. Maintenant, quand je publie un texte de Kawakibi, quelque part sur les réseaux sociaux, je reçois des fois des corrections en grammaire. Lui, il n'était pas incapable de l'écrire en arabe parfait, mais il voulait que son texte soit plus accessible.
Il y a même une édition de ses œuvres complètes où celui qui a fait l'édition, il a fait du bon travail. Il a mis dans les marges la correction en bon arabe classique de ce que Kawakibi voulait dire en arabe un peu moins travaillé, moins performant. Et je pense qu'il a réussi dans son pari à faire passer ses idées d'une manière plus directe à son public qui cherchait à influencer. Merci beaucoup. Salam. À vous la parole, à vous les questions, commentaires. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'avais une question concernant un concept tout à fait louable qui est développé donc, dans du despotisme, qui est les pistes pour une transition depuis le despotisme vers la société telle que décrite et souhaitée par Kawakibi. Son optique est qu'un changement doit se faire de façon non violente et dans la durée, ce qui est effectivement une solution qui est idéale. Mais comment pouvait-il concevoir qu'un despotisme si sévère puisse autoriser toutes les réformes qu'il préconise sans les tuer dans l'œuf, puisque tout despote, non pas éclairé, mais avisé, saurait que le moindre petit changement est déjà le début de sa fin. Donc comment est-ce qu'il pouvait concevoir cette transition sans un changement plus brutal, plus en opposition par rapport au régime existant? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'il a pensé à l'affaire Panama, mais il n'a pas pensé à l'affaire Bachar al-Assad déjà. Lui, il pensait, et ça a été repris beaucoup, ce passage où il appelait à un changement non violent, graduel, progressif. Parce que lui, il n'a jamais contesté, surtout à ses débuts, l'autorité de l'Empire. Il pensait, à la fin, bien entendu, il a appelé au démantèlement total. Mais il faisait partie de ceux qui croyaient que, comme il y a eu les tanzimat, les réformes, et il a fait sa première rencontre avec la pensée des Lumières, c'est passé par la langue turque, grâce à Namer Kamal, aux traductions de Namer Kamal. Alors il était très inspiré par cela. Il a aussi été inspiré par la pensée italienne de réforme, grâce à l'existence des familles italiennes à Alep, qui fréquentaient beaucoup. Et pour l'anecdote, il a découvert la musique classique chez les Italiens d'Alep. Et il écrit dans ses lettres, Vivaldi par exemple, il l'a entendu pour la première fois. Et dans le film, le long métrage qui a été réalisé sur sa vie, il y a un passage magnifique où il était là pour la première fois à entendre Vivaldi et questionner ses hôtes sur cette musique magnifique il l'a décrit d'une manière très poétique. Alors, je crois qu'il croyait sincèrement, mais il a payé de sa vie cette croyance un peu naïve, qu'un despote peut entamer une réforme. Même un despote éclairé, il ne le fera pas. Alors, un despote non éclairé, c'est encore une autre chose. Mais, en effet, il pensait beaucoup à la science, à l'enseignement, à l'éducation. Il pensait que si on ne prépare pas les gens, c'est un peu, ça doit plaire à Adonis un peu, peut-être, malheureusement. Mais c'est-à-dire, si les gens ne sont pas préparés au changement, le changement va être très difficile. C'est vrai et c'est faux. Il avait des idées révolutionnaires, mais en même temps, il était réticent par rapport à un chamboulement total, un changement radical. Il faisait l'équilibre entre les deux. Et là, je profite juste pour vous, parce que j'ai trouvé le passage. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mais il y a le passage où il traduit comme il pense les sciences humaines. Alors, la philosophie, pour lui, c'est la sagesse théorique.
Le droit international, pour lui, c'est les droits des nations. L'anthropologie, bien sûr, quand il les traduit en arabe, il traduit l'anthropologie par les caractéristiques de la société. La science politique, pour lui, c'est la politique civile. Alors, c'est aussi une façon qui rend ces sciences accessibles, parce que même maintenant, en arabe, on dit anthropologie. Et ça bloque un peu l'apprentissage ou l'acceptation. Mais si on fait recours à cette méthode qui simplifie l'accès, je crois qu'on avance beaucoup plus. Ajouter quelque chose, Fallon, un mot. Bon, Kawakibe c'est un homme de son époque, de sa classe sociale. Ce n'était pas un révolutionnaire marxiste-léniniste. Bon. Et ce qu'il voulait, au fond, l'essentiel, à mon avis, du livre, c'est cette recherche qui était celle de plusieurs personnes dans sa génération, de préconiser un certain nombre de réformes et de préparer le public qui est capable de réaliser ces réformes en même temps, d'où l'importance de l'éducation, etc. Bon. Et étant donné que ce public était essentiellement musulman, bon, il fallait lui expliquer que ce qu'ont préconisé les grands penseurs occidentaux en matière de droit naturel, de séparation entre les pouvoirs, de séparation entre la religion et l'État, ne sont pas incompatibles avec les principes de l'islam. Bon. C'est pour ça que, justement, on dit que les idées de Kawakibe ont été inspirées telle chose par Montesquieu, telle chose. Oui, en effet, on trouve des phrases qui sont presque telles quelles, reprises de Montesquieu, d'Alfieri, bon. Mais c'est toujours étayé par un verset du Coran, par un hadith du prophète, etc., pour dire, oui, mais ces idées-là sont chez nous déjà. Mais les chers ignorants qui sont à la botte du despote, etc., déforment ces concepts musulmans, etc. Donc, si vous voulez être de véritables musulmans, il faut être pour Montesquieu et Alfieri. Voilà, grosso modo. Non, je veux dire que c'était quelque chose de très... dans le texte, le texte, c'est une forme, il y a un endroit où il y a une forme de harangue, comme ça. Ô vous, peuple, etc., réveillez-vous debout, etc. Et là, c'est un langage d'une prêche, presque, de prêche dans une mosquée, mais avec des idées, ce qu'il dit dans ce texte, ce sont des idées de la pensée libérale de son époque. Il y a autre chose aussi, à mon avis, qui est important dans le texte de Kawakibe, c'est que il est aussi violent vis-à-vis des chefs religieux qu'il est vis-à-vis des despotes. Il y a une réelle violence. C'est-à-dire, vous êtes les responsables, vous êtes ceux qui vous avez trahi votre religion. Bon, et c'est grâce à vous que le despote arrive à exploiter les gens, à les dominer, à les humilier, etc. Plus aussi toute l'aristocratie. Il y a des passages contre toute forme d'oligarchie, qu'elle prenne une forme, sous toutes ses formes, toutes les formes oligarchiques autour du despote, etc. Non, c'est-à-dire, ce qui n'a pas été dit, c'est que c'était à l'origine des articles, n'est-ce pas, qui étaient écrits dans la presse, et puis qui ont été réunis, en fait, après sa mort, quoi, comme ça. Bon. Et il a été probablement tué, empoisonné, parce que ces articles circulaient dans la presse. Salam a parlé de l'ambiance à l'époque dans les journaux. Et
c'est vrai qu'on s'étonne de voir dans un texte d'un notable religieux aussi. C'est un descendant du prophète. C'est un shérif, Kawakibi. Bon, qu'on voit dans un texte d'un grand notable qui était, je crois, président même de la Chambre du commerce à un moment de la ville d'Alep. C'est-à-dire quelqu'un qui a quand même une grande surface et qui défend avec beaucoup de volonté les droits des plus humbles dans la société. D'où, justement, sa revendication, enfin, par des gens de gauche aussi. C'est-à-dire de dire, voilà, il a défendu aussi les gens les plus pauvres, il a défendu le bien public, etc. En tout cas, l'idée d'une réforme, de la nécessité d'une réforme religieuse est très présente dans son esprit, et c'est un autre aspect aussi de son actualité aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois sa position contre tout despotisme, mais aussi la revendication d'une réforme religieuse sérieuse et profonde. Autre question, tu veux rajouter? Justement, il a mené 2 combats liés à son engagement auprès des gens que la littérature appelait les exclus ou ad-du'afa, les démunis. Il a créé un bureau où il recevait ces gens-là gratuitement pour rédiger leurs plaintes auprès du sultan, auprès de l'autorité locale. Pour ça, il a été surnommé Mohamed Douafa, l'avocat des faibles. Il a aussi adopté la cause des Arméniens. À l'époque, il n'y avait pas encore le massacre contre les Arméniens en Anatolie ou en sud de la Turquie, mais il y avait une obligation que les Arméniens devaient changer leur nom, ou les chrétiens en général, pour avoir accès à la fonction publique et à l'armée ottomane. Ils devaient avoir un prénom ou changer complètement leur nom à connotation chrétienne. Alors, il a aussi pris la défense de cette cause, ce qui a causé une condamnation à la mort par le tribunal d'Alep. Après, il a été rejugé par le tribunal de Beyrouth et innocenté. Alors, même s'il travaillait sur une grande question comme ça, des fois, il se préoccupait des des détails. Dans son travail comme maire d'Alep, il a lancé l'idée de faire venir l'eau de l'Euphrate vers la ville d'Alep, qui a été réalisée 50 ans, 60 ans après. Maintenant, la ville d'Alep est irriguée par l'Euphrate, qui est quand même à 150 km, 200 km de la ville. Il a écrit là-dessus. Il avait aussi dans les journaux, des fois, quelques textes satiriques, comme quand on lit dans Le Canard enchaîné, en décrivant la saleté de la ville, en décrivant la corruption des fonctionnaires ottomans, en décrivant des choses, des détails de la ville courante. Il s'amusait à faire un peu des textes satiriques comme ça, à côté de son engagement principal pour décortiquer le phénomène du despotisme. Autre question. Étant donné le caractère de l'œuvre de Kawakibi, par quel canot s'est-elle répandue dans un grand nombre de pays arabes? Parce qu'enfin, avoir la réaction du responsable syrien de 2006, je suppose qu'il n'a pas été enseigné dans les écoles ou même dans les universités. Quels sont les canaux qui ont permis à cette œuvre de se faire connaître? Ça a été enseigné, mais vous savez, l'enseignement chez nous, c'est l'apprentissage par cœur. Alors ça empêche les gens de comprendre les textes. Moi, j'ai appris de la poésie arabe par cœur, et même le temps de souffler, c'était
chronométré. Alors, ça ne me disait rien. Le contenu du texte, je ne le comprenais pas quand j'étais à l'école. Bon, non, aussi, il faut pas, ça a été publié largement dans le monde arabe. Même une fois, j'étais à Doha, au Qatar, la revue culturelle Doha a publié Taba al-Istibdad en livre du mois, le livre du mois distribué gratuitement. Il est très répandu, mais en même temps, le despote arabe, il est presque sûr que le peuple ne lit pas. Il a cette conviction et qui n'est pas très faussée. C'est-à-dire, même s'il est très répandu, le livre, je m'en fous, qui l'a lu. Et je peux vous dire que des gens en charge de la culture en Syrie ne l'ont jamais lu. J'évoque l'histoire de la librairie nationale, la Bibliothèque nationale d'Alep, qui était dans les années 50, 40, lieu d'accueil de grands intellectuels comme Taha Hussein, Najib Mahfouz. Elle était dirigée par Amar Abou Riche, un grand poète. Maintenant, en 2003-2004, j'ai été appelé par le directeur de la bibliothèque parce qu'il a trouvé pendant les inventaires une boîte en bois sur laquelle s'était écrit Abdurrahman Kawakibi. Il m'a dit, parce que moi j'étais en charge de l'Institut français, alors pour cela il me connaît. Il m'a dit, apparemment quelqu'un de votre famille avait oublié des affaires à la Bibliothèque nationale. Si vous ne voulez pas les récupérer, on va les jeter. Alors j'ai couru comme un malade pour récupérer le box. Je l'ai amené à l'Institut, j'ai ouvert. Il y avait tout. Les lettres pour sa femme, il y avait ses écrits, ses mémoires, le stylo avec lequel il a écrit Taba al-Istibdad, parce qu'il signait chaque fois avec ça, j'ai fait ça. Il y avait des lettres entre lui et sa femme. Et pour l'anecdote, il s'adressait à sa femme, contrairement à tous les gens de l'époque, en la nommant Habibati, mon amour. Ce n'était pas l'usage à l'époque. On l'appelait al-Ayal, la mère des enfants. Il y avait aussi plein de choses, des contes qu'il a écrits sur des bouts de papier, un abaya, une veste. Et quand j'ai montré ça à mon oncle, qui est décédé maintenant, qui avait à l'époque l'âge de 86 ans, il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, parce qu'en 1952, Amar Abou Riche, qui était à la tête de la Bibliothèque nationale, il a organisé une grande fête. Et nous, la famille, on a décidé de confier tous les documents, tous les papiers de Kawakibi à la Bibliothèque nationale. Et les revoilà de retour par le directeur qui ne savait même pas qui c'était le personnage. C'est pour vous dire la culture, comment elle s'est développée avec ce régime éclairé. Bon, mais dans les autres pays arabes, quand même, non. Les autres pays arabes, vous savez, dans chaque ville, à Tunis, à Rabat, il y a la rue Kawakibi, l'école Kawakibi. Vous dites à quelqu'un on m'a présenté un ministre de la Culture, il m'a dit, ah, Kawakibi, je connais bien, c'est un grand poète. Je dis oui, tout à fait, au revoir. Mais il y a un décalage entre les officiels et le peuple. Les gens qui ont étudié dans le monde arabe, ils savent qui est Kawakibi, mais par peur des idées, ils n'ont pas trop approfondi leurs relations, j'allais dire charnelles, avec ces idées. Tout le monde se méfie de ces idées, que ce soit les dirigeants, que les services de renseignement. En 2003 aussi, on a célébré le 100e anniversaire de sa mort. Et grâce à l'Institut français, j'ai pu organiser un grand colloque à Alep, où j'ai invité Nasser Hamed Abou Zaid, Alain Roussillon, François Berga, Assef Bayat et autres. Et j'ai été convoqué pendant un mois à la sécurité politique parce que, d'après ce qu'il m'a dit le chef exactement, il m'a dit « Vous cherchez à réveiller la rue et ce n'est pas bien pour vous ». Et quand je lui ai dit « Mais au contraire, on essaye de répandre des idées réformistes, des idées éclairées », il m'a dit « Mais justement, c'est ce qu'on ne cherche pas, nous ». Et l'obscurantisme qu'on a réussi à construire dans cette société, il était très clair. Et là, il faut faire une étude sur ce monsieur. Parce qu'il m'a dit, l'obscurantisme qu'on a réussi à construire dans cette société pendant des années, vous venez de les détruire en 3 jours.
Autre question? Est-ce qu'il y a une influence de Kawakibi dans l'idéologie du Baas ou des fondateurs comme Aflaq ou Salabitar est-ce qu'il y a une influence sur le corpus idéologique? Non, je crois que ce qu'il y a, c'est... ils insistent sur l'autre livre de Kawakibi. Kawakibi a un autre livre qui s'appelle La mer des cités, Umm al-Qura, où il imagine un congrès qui s'est tenu à la Mecque en présence de représentants de l'ensemble du monde musulman pour traiter des affaires du monde musulman. Et c'est dans ce livre surtout qu'il y a que Kawakibi développe l'idée du califat arabe. Bon, donc l'idée que Kawakibi est l'un des fondateurs du nationalisme arabe était aussi une idée assez répandue, et on insistait surtout sur cet aspect de Kawakibi et pas sur l'autre, qui est celui du combattant contre le despotisme. Bon, il y a des timbres dans plusieurs pays arabes, je crois. En Syrie, il y a un timbre avec le portrait de Kawakibi, il y en a en Égypte aussi. Bon, donc ce n'est pas quelqu'un dont on ne parlait pas du tout. Mais on insistait surtout sur certains aspects de Kawakibi, et pas sur d'autres. Surtout aussi pour les bassistes et pour les nationalistes, à l'idée qui était anti-turque. Ce qui était faux. Parce que... Hein, oui, et même pas anti-ottoman dans le sens qu'il voulait la destruction de l'Empire. C'était une idée qui n'était pas très populaire d'ailleurs à l'époque. Ce n'est qu'après, bien longtemps qu'elle est devenue, mais après, pendant la Première Guerre mondiale, et même pendant la Première Guerre mondiale, il y avait une majorité qui voulait rester dans l'Empire. Mais l'idée d'une décentralisation de l'Empire. Mais chez lui, c'était l'idée surtout que nous ne voulons pas que ce sultan ottoman soit aussi un calife, qu'il réunisse dans son autorité les deux pouvoirs politiques et religieux. Mais en général, je ne crois pas qu'on trouve chez lui des... c'est-à-dire, il y a parfois d'ailleurs, c'est dans le livre, parce qu'il y a eu des suppléments dans l'édition française. Il y a quelques suppléments, dont un chapitre tiré de Umm al-Qura. Il critique les tanzimat ottomanes sur certains points, qui sont discutables d'ailleurs. C'est-à-dire, on se dit, est-ce qu'il a raison ou non? Bon. Mais, par exemple, l'idée que les tanzimat voulaient supprimer les instances intermédiaires. Bon, comme ce que faisait n'importe quel pouvoir centralisateur. Les tanzimat étaient destinés à centraliser. Bon, donc on voulait supprimer les instances intermédiaires qui étaient celles essentiellement des oulémas. Ce corps des oulémas, il voulait réduire son importance. Bon, il a une phrase où il critique cette attitude des tanzimat. Bon, on peut ne pas être d'accord avec lui aussi. Bon, mais je crois que sa notoriété parmi les nationalistes était essentiellement liée à deux choses. Nationalisme arabe, d'un côté, et chez les nationalistes laïcs, non arabes, comme les Syriens, le parti syrien, c'est la séparation, la laïcité, quoi. Enfin, une forme de sécularisation, disons plus justement, de séparation entre religion et État. C'est fini. Plus de questions? Simplement quelque chose, pour vous demander si en Égypte actuellement le climat est toujours aussi favorable à ce genre de publication, voire même à vos déplacements, dans la mesure où Kawakibi exprimait clairement l'idée que sans une transformation en profondeur de la société, renverser un tyran finalement c'était passer de la colique à la migraine. Je crois qu'on y est. Donc est-ce que quelque part c'est aussi quelque chose que vous ressentez dans l'Égypte actuelle? Je ne me déplacerai pas en Égypte actuelle. J'éviterai.
En effet, Kawakibi il est enterré au Caire. Et le lieu de son enterrement est devenu maintenant un café populaire. Sur la tombe, il y a une télé, un écran de télé, des chichas. Et j'ai une photo impressionnante de la tombe. Quand on a contacté les autorités égyptiennes pour s'intéresser un petit peu au lieu, ils nous ont dit pas du tout parce que les frères musulmans voulaient le faire. Alors comme maintenant nous sommes anti-frères musulmans, Kawakibi il était un des inspirateurs des frères musulmans. Alors pour vous dire comment la récupération politique. Abdel Nasser il a construit une mosquée dans Midan Laghouz au Caire pour commémorer Kawakibi qui s'appelle Masjid Abdurrahman Kawakibi. Mais vous prenez n'importe quel taxi en Égypte, vous lui dites Masjid Kawakibi, il ne le saura jamais. Il suffit de lui dire Masjid Farid Shawqi, l'acteur, Wahsh al-Shashi, il vous indiquera directement, parce que Farid Shawqi, il priait dans cette mosquée. Mais Kawakibi ne voulait rien dire pour ça. Hay'a al-Amal al-Kitab, l'instance publique du livre, a publié il y a 10 ans, avant la Révolution, Taba' al-Istibdad, mais personne n'a pu obtenir une copie. Alors, il y a des publications aussi annoncées, mais on ne trouve pas après le... Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur Kawakibi, il s'est répandu maintenant, Mohamed Amara, le premier qui a publié les œuvres complètes de Kawakibi, il le regrette maintenant, parce que Mohamed Amara devient extrémiste salafiste et il considère que Kawakibi c'était un apostat et l'erreur de sa vie c'était de publier Kawakibi dans les années 70. Alors l'atmosphère en Égypte, moi je reviens à cette idée que Kawakibi il était pour un changement pas radical. Ça dépend comment on lit le texte. Parce que si on lit les appels à la révolte sans hargne qui réclamaient dans des textes, c'est la révolution, c'est Che Guevara. Mais après, quand il développe un peu plus, il dit que peut-être ça doit passer par l'éducation, ça doit passer par des passages. Et il était contre la violence. De toute façon, c'était quelqu'un de très pacifique. Mais il ne pensait pas que... tout le monde... Là, si on parle de la révolution syrienne, tous les Syriens qui sont sortis dans la rue, ils étaient contre la violence. Mais ils ne s'attendaient pas à qu'ils soient bombardés par des missiles balistiques et des bombes de fragmentation. C'est vraiment quelque chose que personne n'attendait. Alors là, ils n'ont pas choisi la violence. Ils ont été obligés. C'était une grosse erreur, mais inévitable. Il faut avec le temps, peut-être, on étudiera, on va avoir le recul nécessaire pour étudier ce qui s'est passé, mais c'était inévitable. Il y a dernièrement eu des articles écrits par des islamistes radicaux attaquant Kawakibi comme franc-maçon. Bon, oui, parce que comme partout, comme la pensée d'extrême droite un peu partout, pour dénoncer une pensée, etc., bien sûr, c'est fait par les gens les plus... des gens peu recommandables, c'est des juifs, c'est des francs-maçons, c'est des... Bon, voilà. Et ce qui probablement à l'époque de Kawakibi et toute la génération qui l'a précédé a été marquée d'une certaine façon par la franc-maçonnerie. Ce n'est pas impossible, mais la franc-maçonnerie, c'est comme quelque chose d'abord contre le pouvoir religieux, comme quelque chose qui vient des Lumières, etc. Et Jamaldin Afghani, qui était un religieux, était franc-maçon. Mohamed Abdou était franc-maçon. L'émir Abdelkader était même un chef de la maçonnerie, etc. Et cela n'a pas mais dans l'esprit
des islamistes radicaux aujourd'hui, c'est un complot. Il y a un complot mondial des esprits qui se réunissent dans les sous-sols pour dominer le monde, etc. Et on leur donne le nom de franc-maçonnerie, qui n'a rien à voir avec la réalité de l'époque. Pratiquement, d'ailleurs, il y a un livre qui doit exister dans cette belle bibliothèque sur la franc-maçonnerie, sur l'Empire ottoman, et où on voit un peu cette chose. Pourquoi, à l'époque, les penseurs, y compris les plus croyants, Abdelkader était un grand mystique. Pourquoi eux se sont affiliés à un moment donné à une loge maçonnique? Bon, ça n'a pas duré. Jamaldin Afghani et Mohamed Abdel n'a pas duré très longtemps. Mais à un moment donné, c'était pour eux une manière de, comme si on réunissait les élites éclairées contre le despotisme, pour la fraternité humaine, etc. Pour ajouter que jusqu'à 1948 et la création de l'État d'Israël et cette liaison qui a été faite entre la franc-maçonnerie et le mouvement sioniste, que dans le monde arabe, on a commencé à regarder négativement le mouvement. Avant 1948, toute l'intelligentsia dans cette région était plus ou moins proche de ces cercles. Le Mahfal al-Maçoni à Alep, c'était un lieu très connu, tout le monde le fréquentait. Et il y avait des frères musulmans francs-maçonniques, il y avait des communistes francs-maçons, il y avait des bassistes francs-maçons. Et récemment, j'étais en Tunisie, j'ai donné une conférence publique sur la Syrie. Ça n'avait rien à voir avec Assad. Non, pas ça. C'est pas possible. Avec Kawakibi. Oui. Mais quand même, pour dire, Farouk vient de mentionner les radicaux salafistes extrémistes, mais ils sont dans tous les milieux, pas seulement le milieu islamiste. Il y a le milieu nationaliste, il y a la gauche pavlovienne. Ils sont tous dans l'esprit du complot. Et il y a un professeur très connu à Tunis qui s'est levé, il m'a dit « Monsieur Kawakibi, vous êtes le petit-fils de Abdelrahman Kawakibi ». Je lui ai dit « Oui, et alors ?» Moi, je parle d'autres sujets. Il m'a dit « Non, 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 s'il vous plaît, répondez-moi franchement. Kawakibi, il a habité entre 1898 et 1902 au Caire. » Je lui ai dit « Oui, tout à fait. » Il m'a dit « Qui a financé son séjour ?» Alors, bien sûr, moi, j'ai répondu, j'ai dit « Qatar ». Et là, la salle a rigolé. Il m'a dit, non, répondez-moi sérieusement. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à une telle question? À l'époque, tous les intellectuels de la région bougeaient entre le Caire, Beyrouth, Alep, Damas, et les gens vivaient comme ils pouvaient. Il m'a dit, non, monsieur, c'est la franc-maçonnerie internationale. Je lui ai dit, l'impérialisme et le sionisme et Israël. Qu'est-ce que vous voulez? Quand le niveau d'un grand professeur arrive à ce stade, il n'y a rien à dire. Il n'était pas riche. Il n'était pas Il riche. nous a rien laissé en tout cas. Quand même. Non, mais c'est vrai. Dans la Bibliothèque nationale, quand même. La boîte de la Il ne Bibliothèque devait nationale. pas être très pauvre, quoi. Il pouvait louer un appartement au Caire. Bon. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous, à votre écoute. Je voudrais beaucoup vous encourager, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à lire ce livre maintenant qu'il est accessible, et il est vraiment très accessible. Il est même plaisant à lire. C'est pas juste pour les idées. C'est un livre vraiment agréable parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a de la dérision, parce qu'il y a beaucoup de richesse. Voilà. Merci à vous tous. Il faut l'acheter à la librairie de l'Armatan.